Je pense que nous devons aussi prendre en compte la politique intérieure des États-Unis. Vous savez, avec l'affaire Epstein et les élections de mi-mandat, qui sont d'une grande importance pour l'administration Trump, ils essayent de tout faire pour montrer que cette administration est puissante, que personne ne peut la défier. Ils veulent que les élections de mi-mandat soient en leur faveur. Ils veulent gagner. Mais encore une fois, Pepe, vous avez mentionné la stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Nous savons que lorsqu'elle est sortie, nous disions qu'il s'agissait de la politique de l'administration actuelle. Elle ne va pas si loin dans l'establishment. Mais vous voyez la réaction de l'Europe, compte tenu de ce qui s'est passé au Venezuela. Ils sont tellement silencieux. Et je ne sais pas, ils ont peur de faire le moindre commentaire ou la moindre condamnation. Innoaglement. Comment veulent-ils, comment s'attendent-ils à ce que quelqu'un réagisse si Donald Trump décide de s'emparer du Groenland? C'est déjà décidé, Nima. C'est déjà décidé. Et c'est clairement annoncé partout, non seulement par Trump lui-même, mais aussi par des sénateurs, par chaque idiot des médias, tu peux les nommer. Le Groenland est le prochain, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous ne savons pas encore pour l'Iran. Je vais te poser des questions sur l'Iran à la fin de notre conversation. Mais avant d'en arriver à l'Iran, le Groenland est le prochain. Trump a déjà fixé une échéance. 2 mois. Ces gens-là, oh mon Dieu, comment les définir? J'aime le Danemark, j'y suis allé plusieurs fois. Les gens sont formidables, le pays est magnifique. Mais sur le plan géopolitique, ils valent moins que zéro. Et seuls, sans l'OTAN, encore moins que zéro. Que vont-ils faire? Ils vont envoyer un traîneau à chiens avec un cocktail Molotov contre la Maison-Blanche. C'est une blague. Les Européens eux-mêmes préparent déjà le terrain pour la prestation abjecte qu'ils vont offrir collectivement quand Trump dira « Voilà, c'est fini, les 2 mois sont passés, maintenant je vais annexer le Groenland. » Voilà. Il a même évoqué l'éventuel recours à la force militaire, et cela pourrait complètement dégénérer. Mais supposons que l'argent de la CIA fasse l'affaire. Ils vont au Groenland, achètent toute la population et l'annexent. Que va faire l'Union européenne? Absolument rien. Ils vont dire « Oh merveilleux, au moins vous l'avez fait sans perte de vie humaine. » C'est une blague. Ils sont déjà une blague. Ils sont déjà, en termes géopolitiques, présents partout dans le monde. Ils sont la risée de tout le monde, du Nigeria à Java. Et maintenant, quelque chose qui s'est produit entre hier et aujourd'hui, corrige-moi sur la date, Nima, et vous tous qui écoutez, ils ont fait signer une déclaration par 5 ou 6 pays, si je ne me trompe pas, la soi-disant coalition des volontaires, mais en réalité la France et la Grande-Bretagne. Ils veulent que les États-Unis autorisent le déploiement de troupes européennes en Ukraine en cas de cessez-le-feu. Franchement, on ne peut pas faire plus surréaliste. Ces gens qui sont sur le point de perdre le territoire de l'un de leurs membres, bientôt, car les Américains vont aller là-bas et s'emparer du Groenland, demandent la permission à ceux qui s'emparent du Groenland. Oh, s'il vous plaît, pouvons-nous envoyer nos troupes? Si vous concluez un accord, pouvons-nous envoyer nos troupes en Ukraine? Comment peut-on prendre ces gens au sérieux? Évidemment non. Donc, en termes de géopolitique, dans cette décennie des années 20 en ébullition, on peut dire que l'Union européenne est déjà morte. Il n'y a aucun doute, ils se sont enterrés eux-mêmes. Le prochain, ce sera l'OTAN, évidemment, car sans l'implication directe des États-Unis dans l'OTAN, l'OTAN n'existe pas. L'OTAN s'effondrerait en quelques jours. Donc l'OTAN est la suivante. C'est là que nous allons. Mais en même temps, Nima, en ce qui concerne l'OTAN, le récit est bien plus pervers. Parce que même si Trump essaie de donner l'impression qu'il se désengage de l'OTAN,
Non. Le complexe militaro-industriel continuera d'alimenter l'OTAN dans sa guerre sans fin contre la Russie. Cela ne changera absolument pas. Donc, nous ne parlons pas des membres individuels de l'UMR, ni de l'UMR dans son ensemble. Les États-Unis se moquent de l'UMR, car ils savent que l'UR, c'est des chihuahuas, mais des chihuahuas sans dents, pire encore. Ils ne savent même pas aboyer correctement, vous voyez. Alors ils s'en fichent. L'OTAN, c'est une autre histoire. Comme moyen de pression contre la Russie, ils continuent d'alimenter l'OTAN en armes, payés bien sûr avec l'argent de l'URW, c'est-à-dire l'argent des contribuables européens, essentiellement payés en euros, au profit du complexe militaro-industriel. Et ensuite, ces armes vont en Europe pour être utilisées par l'Ukraine ou par l'OTAN contre la Russie. Cela va continuer, car c'est bien sûr le même processus qui a empêché la guerre en Afghanistan de se terminer, parce que tout le monde en tirait profit. Très simple. À part bien sûr le trafic de drogue. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le trafic de drogue, je suis sûr que vous avez tous remarqué que le récit autour de la drogue a tout simplement disparu complètement du débat. Il n'existe plus. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Tout d'abord, pouvez-vous imaginer le ministère de la Justice être obligé de rendre public et de dire « Regardez, ce truc, le cartel de Los Sols, n'a jamais existé ». Tout le monde le savait. Tous ceux qui suivent les Caraïbes, le Venezuela, la Colombie, le Mexique, le trafic de drogue, vous voyez de quoi je parle. Tout le monde le savait depuis le début. Alors maintenant, ils sont forcés de rendre cela public et de dire « Regardez, le cartel de Los Sols. En gros, c'est nous qui l'avons inventé. » Très bien. Merveilleux. Mais qu'en est-il de la première raison de lancer cette campagne contre le Venezuela? C'était un mensonge? Ils admettront jamais que c'était un mensonge. Mais maintenant, c'est prouvé que ça l'était. Alors, à quoi cela nous conduit-il? Au fait que le seul cartel dirigé comme un cartel mafieux, c'est ce que j'ai décidé d'appeler El Cartel de los Gringos. C'est le cartel américain. C'est l'administration Trump. L'administration Trump est, je dirais, le remix de Meyer Lansky, du gang de Las Vegas, du gang mafieux, des exilés cubains à Miami, etc. C'est la version 2.0 sous stéroïdes. Ce sont un cartel mafieux, et ils dirigent les États-Unis comme un cartel mafieux. And they're running the US like a mafia cartel, and they think that as a mafia cartel, they can run the whole of Latin America. Et ils pensent que, comme un cartel mafieux, ils peuvent diriger toute l'Amérique latine. Rien de tout cela ne doit nous faire croire qu'ils sont inoffensifs. Non, ils sont très très dangereux. Et ils le seront encore plus parce qu'ils sont acculés. Ils n'ont aucun projet concret, significatif ou séduisant à proposer nulle part dans le Sud global, surtout dans l'hémisphère occidental. La seule chose qu'ils peuvent offrir à l'hémisphère occidental maintenant, c'est le bâton, sans la carotte cette fois. Par le passé, nous savons tous qu'il y avait le bâton et la carotte. Maintenant, il n'y a plus que le bâton. Donc, tu as parlé du Brésil au début. En tant que Brésilien moi-même, à vous tous au Brésil, préparez-vous. Soyez extrêmement vigilants. Luttez. Organisez-vous politiquement. Fight. Organize yourselves politically. Because never forget. N'oubliez jamais que la principale cible des États-Unis en Amérique latine est le seul pays de la région capable de projeter sa puissance au-delà de l'Atlantique Sud. C'est le Brésil, la superpuissance qui n'a jamais été. Le Brésil est donc encore plus dans la ligne de mire aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques mois, quand il ne s'agissait que de mouvements de guerre hybrides, de guerre contre les BRICS. Non, maintenant, nous arrivons au moment décisif, les amis. Le Brésil est désormais dans la ligne de mire, je dirais au même niveau que la Colombie ou le Mexique, sans parler bien sûr de Cuba et du Nicaragua. Ce sont eux qui sont en première ligne. Puis viennent la Colombie, le Mexique et le Brésil également. Alors, vous tous au Brésil, soyez extrêmement vigilants, et il est temps d'entrer dans la lutte par tous les moyens nécessaires, de toutes les manières que vous connaissez. By all means necessary in every way you know how to do it. Yeah. We have
Oui, nous avons 12 minutes, Pepe, pour parler de l'Iran. Dis-moi quelles sont tes questions, j'y répondrai. Puis-je t'interviewer maintenant, Nima? Très bien, tout le monde. Cette fois, c'est Nima qui se fait interviewer, probablement pour la première fois dans sa propre émission. Nima, tu es à Téhéran, n'est-ce pas? Corrige-moi si je me trompe. Il n'y a pas de manifestation à Téhéran, n'est-ce pas? Alors, laisse-moi te dire les choses ainsi, Pepe. En ce moment, je ne suis pas à Téhéran. Je suis venu dans le sud-ouest de l'Iran, dans une province appelée le Khouzistan. Pendant 10 jours, j'étais à Téhéran. Es-tu au Khouzistan? J'y étais, oui, exactement, en plein cœur de la région. Tu étais au cœur de... Waouh, incroyable. Bon, laisse-moi préciser. Je suis arrivé en Iran le 26 décembre, si je ne me trompe pas. Pendant 10 jours, j'étais à Téhéran et j'ai vu ce qui se disait dans les médias traditionnels et en gros aussi dans certains médias alternatifs. La couverture de ce qui se passe actuellement en Iran est quelque peu exagérée. Comme si tous ces manifestants dans les rues sortaient parce qu'ils veulent un changement de régime et tout ça. C'est absurde. C'est absurde. C'est complètement absurde. Il y a eu quelques manifestations en Iran, à Téhéran, et dans la partie ouest, où je me trouve en ce moment, dans l'une des provinces de l'ouest. Ces manifestations concernent essentiellement l'économie, l'inflation. Et nous savons que le gouvernement actuel essaye de prendre des mesures ciblées, parce qu'ici l'énergie, Pepe, le pétrole, l'essence coûte 1 centime. Je sais. Je l'ai vu il y a quelques mois, quand j'étais en Iran. Oui, bien sûr. Et cela pose un énorme problème pour le gouvernement, qui doit apporter ces changements. Quand on commence à faire cela, on voit des personnes bien connectées, des gens qui ont beaucoup à perdre, se dresser contre le gouvernement, s'y opposer. Le pouvoir d'achat de la population est très faible en réalité. Donc si l'on met fin aux subventions pour l'énergie, les gens vont en payer le prix, à la pompe et à travers l'inflation. Quelle est la véritable inflation en Iran aujourd'hui, Nima? Je veux dire la vraie quand on va faire ses courses. Il semble que ce soit autour de 30 ou 35%, quelque chose comme ça. C'est beaucoup, car ces dernières années, en discutant avec les gens, j'ai l'impression que la situation s'est aggravée au cours des 2 ou 3 dernières années. Le gouvernement essaye de gérer cela. Il fournissait autrefois des dollars, car il faut acheter des biens à l'étranger, et le gouvernement subit d'énormes sanctions. On ne peut pas imaginer comment ces sanctions fonctionnent. C'est incroyable quand on regarde la situation ici. Certaines personnes essayent de commercer avec le reste du monde et le gouvernement doit donner des dollars à ces personnes, à ces entités, à ces entreprises. Tout ce processus de distribution d'argent crée beaucoup de corruption au sein du système. Bien sûr. C'est pourquoi le gouvernement, en ce moment, la position du gouvernement, dit que nous n'allons pas le donner aux personnes qui, tu sais, font le commerce. Nous allons le donner à ceux qui reçoivent les produits, tu vois, pour essayer de résoudre le problème d'une manière ou d'une autre. Mais cela prend du temps. Cela prend du temps. Et cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais le problème n'est pas là, Pepe. Nous avons des manifestations, des gens inquiets, des commerçants, des préoccupés par l'inflation. Le gouvernement essaye de distinguer ce type de mouvement de la part du public, ce type de protestation des émeutes. Mais nous avons des émeutes ici, vous savez, parce que ces gens, ces agents, comme l'a dit Mike Pompeo dans ce tweet, selon lequel les agents d'Assad sont parmi vous en Iran, dans les rues, essayent d'une certaine manière de manipuler les manifestations
pour les transformer en émeutes. Ils brûlent des choses, ils tuent des gens, ils tuent, vous savez, les agents de sécurité. Aujourd'hui, nous avons vu des images montrant des gens ordinaires attaqués par ces groupes, parce qu'ils estiment que si vous ne manifestez pas, si vous ne participez pas aux émeutes, vous n'êtes pas iranien. C'est incroyable. Exactly. It's unbelievable. It is, but But it's the same playbook everywhere. C'est vrai, mais c'est le même scénario partout, Nima. Tu imagines. Ils ont fait ça à Hong Kong, l'une des sociétés les plus sophistiquées de la planète, avec un niveau de vie extrêmement élevé. Ils ont fait exactement la même chose. Exactement la même chose. Écoute, pour passer à quelque chose d'un peu plus sérieux, as-tu le sentiment que les gardiens de la révolution et Khamenei lui-même sont prêts, s'ils perçoivent des signes d'une attaque coordonnée d'Israël et des États-Unis, ce qui relancerait tout, à lancer une attaque préventive contre Israël? Ou s'agit-il pour le moment simplement de consultations? actually, there are discussions. En réalité, il y a des discussions en cours ici en Iran, et je dirais qu'une bonne partie du CGRI pense qu'une attaque préventive aurait lieu si Israël décidait d'attaquer l'Iran. Je dirais qu'il n'y a pas de différence entre le CGRI et le dirigeant de l'Iran. C'est la même chose. Et c'est pourquoi je pense que si Israël tente d'attaquer l'Iran, l'Iran, à mon avis, lancerait une attaque préventive contre Israël, parce qu'ils savent quel serait le résultat. Ils ont vécu la guerre de 12 jours ici en Iran. Plus de 8000 personnes ont été tuées par les Israéliens. Ils ne veulent pas que cela se reproduise. Et ils veulent montrer leur force, montrer à quel point ce genre d'action des Israéliens est grave pour leur direction ici en Iran. Et ils en parlent. Je n'invente rien. Ils en parlent. Il y a des échos, il y a des fuites. Je voulais simplement savoir de ta part que c'est plus ou moins gravé dans le marbre, ce qui est une politique très solide. Ils ne peuvent tout simplement plus attendre. C'est ce qu'ils ont fait la dernière fois. Ils ont attendu et ils ont été pris en flagrant délit de sommeil. Exactement. Exactement. C'est l'argument avancé par les commandants ici. Ils disent qu'ils ne peuvent pas attendre de subir ce genre d'attaque de la part des Israéliens et des Américains. Cette fois, ils pourraient tous s'unir, donc il faut agir avant que cela n'arrive, par une attaque préventive. Je suis sûr qu'ils vont le faire, car ces gens sont sérieux. Ils ne se contentent pas de faire des déclarations pour les médias. Ce sont des discussions internes dont les grands médias occidentaux ne parlent presque jamais. Exactement. Nima, ton ressenti personnel après 2 semaines en Iran, que te dit ton instinct sur la véritable popularité du gouvernement actuel? Ont-ils le soutien du peuple ou bien les gens les considèrent-ils comme une bande d'incompétents comparée à l'administration Raisi? Qu'en penses-tu? Permettez-moi de répondre de cette façon. Supposons que les personnes dans la rue puissent être divisées en 2 groupes. Un groupe, la majorité, ressent vraiment que l'économie ne fonctionne pas bien et que le gouvernement devrait faire quelque chose à ce sujet. Mais ils ne sont pas contre le gouvernement. Ils se plaignent simplement de la situation économique dans laquelle nous nous trouvons. Ils veulent que le gouvernement s'occupe de l'inflation. L'autre groupe, les émeutiers, représentent une fraction, une toute petite fraction. À mon avis, on peut les ignorer. On ne voit aucune réelle influence qu'ils exercent sur la société. Je parle des manifestants et des émeutiers. Mais quand on regarde le tableau d'ensemble de la population ici en Iran, on voit que la majorité des gens, surtout la génération Z, la jeune génération, représente plus de 60% de la population âgée de moins de 30 ans. Exactement. Ils ne veulent pas de révolution.
Ils veulent des réformes. Ils veulent rendre l'Iran plus fort. Et c'est pourquoi j'ai vraiment le sentiment que l'Occident ne comprend pas ce qui se passe ici. Il commet beaucoup d'erreurs d'appréciation, ce qui pourrait finir par mener à une confrontation. Mhm. Yeah, very good question. And Oui, très bonne question. Par exemple, lorsque j'y étais, il y a 6 ou 7 mois, ce qui m'a frappé en voyageant en dehors de Téhéran, c'est l'effet concret, presque visible, de 40 ans de sanctions. Évidemment, rien n'a été modernisé. Et c'est un miracle que certaines parties de l'économie fonctionnent encore sans aucune trace de modernisation. Tu n'es pas allé en Iran depuis quelques années, n'est-ce pas? Cela t'a frappé, surtout quand tu compares les infrastructures avec celles du Brésil, avec les infrastructures normales du Brésil. Je suis sûr que tu as été choqué. I'm sure you were shocked about it. Yeah. Actually, it happens because you see a country. Oui, en fait, cela arrive parce qu'on voit un pays soumis à des sanctions depuis plus de 40 ans. 43 ans, oui. Et regardez ce qui s'est passé au Venezuela, par exemple. Regardez ce qui s'est passé à Cuba. La situation en Iran, voyez-vous, n'est même pas comparable à celle-là. Mais malgré tout, on observe les mêmes signes que ceux que vous aviez vus ici. À mon avis, ce que les gens ont en tête, c'est comment se débarrasser des sanctions. Nous savons que les États-Unis ne sont pas sérieux à propos d'aucune forme de négociation. Vrai. Alors, quel est le résultat? Quelle est la solution? Ce sera les BRICS. Ce sera le Sud global. Que te disent-ils le plus souvent? Comment envisagent-ils une solution? Parce qu'ils devraient savoir que ces sanctions sont inébranlables. Ce sont des sanctions américaines approuvées par le Sénat et le Congrès. Ils ne les aboliront jamais. Alors, ont-ils la moindre idée de ce qui pourrait être fait? Non, pas vraiment. Ils ne voient aucune voie vers une négociation avec les États-Unis. Les négociations pourraient apporter une forme de solution à la situation que traverse actuellement l'Iran. C'est pourquoi je pense vraiment que la plupart des gens à qui je parle, mes amis, les gens d'ici, ne considèrent pas les États-Unis ni les négociations comme la solution. Ils veulent que l'Iran soit plus fort économiquement et militairement. Voilà la solution. Si l'on rend l'Iran plus fort, il sera en meilleure position pour dialoguer avec toutes les grandes puissances. Et ils estiment être beaucoup plus proches de la Russie et de la Chine, car c'est là la solution. C'est l'avenir de l'Iran. Donc, ils pensent que le partenariat entre la Russie, la Chine et l'Iran peut fonctionner en pratique. Oui, pratiquement, ça fonctionne. Oui, pratiquement. Ce n'est pas juste une impression. Ça fonctionne vraiment. Ils savent que ça marche, parce que tous ces pays s'unissent pour s'opposer aux sanctions. Ils sont tous sanctionnés d'une manière ou d'une autre par les États-Unis. Bien sûr. Of course.